Bonsoir à toutes et tous. Donc, c'est notre première web conférence Le Contrarien matin au coffre.com. Alors, tout d'abord, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard et surtout un immense merci à Sébastien et Lucie qui se sont démenés tous ces derniers jours pour réussir à faire en sorte que je puisse me servir de tous ces machins liés aux nouvelles technologies. Donc je suis ravi en tout cas d'être avec vous ce soir. On va essayer d'aborder les grands enjeux économiques et géopolitiques du moment parce qu'évidemment c'est eux qui vont conditionner les prochains mois que l'on va vivre en tout cas en termes d'actualité, d'évolution des marchés et de la situation. Alors, il y a des grands enjeux. Alors ce slide-là, on s'en fiche un peu. C'était l'intitulé de la webconférence de ce soir. On va directement attaquer par. Bon, alors on a évidemment trois grands éléments. On a les USA, on a l'Europe, et puis on a la situation en Syrie qui impacte de manière importante les cours de l'or. Puis on abordera justement à la fin, après avoir fait ce petit panorama rapide, ce qu'on peut essayer de prévoir, en tout cas en termes de grandes tendances, sur l'évolution des cours de l'or. Et après, je vous laisserai poser des questions par écrit, et puis on essaiera de répondre à tout ça. Alors, évidemment, en ce qui concerne les États-Unis, on a 4 points principaux. Il y en a un cinquième que je n'ai pas rajouté, qui était le fiscal, ce qu'on appelait à un moment donné le fiscal cliff, la falaise fiscale, et qui en réalité est le relèvement du plafond de la dette. Alors, on m'indique que le son coupe de temps en temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de couper la caméra et vous devriez beaucoup mieux m'entendre. Donc, on va essayer avec la caméra coupée. Voilà. Donc, j'espère que le son est maintenant un petit peu meilleur et qu'on a plus de bande passante sans la caméra. Donc évidemment, première hypothèque, le remplacement de Ben Bernanke, l'actuel gouverneur de la Fed, qui avait fait de l'injection de liquidités, des quantitative easing, etc., la pierre angulaire de sa politique toutes ces dernières années. Donc, le fait de remplacer Ben Bernanke éventuellement par quelqu'un de plus rigoriste va ou peut peser sur les marchés, sans compter évidemment l'incertitude. Ben Bernanke, il est démissionnaire, il n'est pas partant comme ça parce qu'il est vieux, parce que c'est la retraite, parce que il a fait 50 mandats et que ça serait normal qu'il s'en aille, etc. etc. Il démissionne pour des raisons qui n'ont pas forcément été bien expliquées et bien comprises par les marchés, par les intervenants. Voilà, donc on n'ira pas plus loin dans l'analyse, mais disons que c'est une démission qui est un petit peu surprenante dans le contexte économique actuel. C'est Larry Summer qui est donné grand favori pour la succession. Alors, évidemment, va se poser la question des modalités de l'arrêt ou de la réduction des quantitative easing, c'est-à-dire de l'injection de monnaie. Alors, c'est pas l'injection de monnaie, c'est pas binaire, c'est pas tout ou rien, c'est pas j'arrête ou j'en remets. Évidemment, les autorités monétaires vont pas arrêter brutalement le robinet. Elles vont le fermer petit à petit, progressivement, et en fonction de la manière dont chaque petite étape va être appréciée ou acceptée par les marchés. Elles vont tenter un pilotage fin, et c'est loin d'être évident que ce pilotage fin ne provoque pas un énorme crack. On verra à la fin de ce slide, qui est le crack obligataire et boursier. Évidemment, l'une des autres interrogations, c'est évidemment l'hypothèque sur la croissance américaine. Alors on nous dit les États-Unis sont en croissance, les États-Unis sont en croissance. Ok. Quand on regarde les chiffres, c'est une croissance sans reprise de l'emploi,
C'est une explosion des emplois à temps partiel, ce qui est assez logique dans la mesure où nous avons affaire, enfin, les entreprises américaines font face à ce qu'on appelle Obamacare. Et donc, en gros, dès que vous avez quelqu'un qui a un contrat de plus de 30 heures, la société, l'entreprise doit cotiser à Obamacare et donc ça augmente les charges sociales de façon extrêmement conséquente pour l'employeur. Résultat, on remplace des boulots plutôt à plein temps et bien payés par des petits boulots mal payés et à mi-temps, enfin en tout cas à temps partiel. Donc la reprise américaine, elle est en trompe-l'œil. Entre-temps, on se retrouve avec une réduction des dépenses de l'État fédéral à des fins d'équilibre budgétaire, tout en sachant que l'équilibre budgétaire est très très loin d'être atteint, même si le déficit va être a priori en réduction assez sensible cette année. Il n'en demeure pas moins que l'équilibre budgétaire ne sera pas atteint et que cela ne changera strictement rien au stock de dette jusqu'ici accumulé par l'État américain. Alors tout ça, ça nous amène évidemment au problème de financement de ce déficit budgétaire et au financement de cette dette. Alors les États-Unis, comme l'Europe, comme la plupart des pays européens, alors on peut même élargir tout ça en parlant des pays occidentaux au sens large, donc Amérique du Nord, Europe, Japon, sont tous enferrés dans un endettement qui est absolument colossal. Le problème des États-Unis, c'est que leur taux d'épargne est faible. Avec un taux d'épargne faible, ils sont donc fortement dépendants des marchés internationaux pour le financement de leur déficit budgétaire et de leur dette. Aujourd'hui, c'est la Fed qui, selon les estimations, alors pour les estimations les plus optimistes, c'est la Fed rachète 60% des bons du Trésor ennemi. Et pour les estimations les plus pessimistes, certains parlent même sur des maturités très longues, genre 30 ans, la Fed représenterait jusqu'à plus de 90% de ses achats. Ça veut dire en gros qu'il n'y a plus de marché du bon du Trésor américain. Résultat, que va-t-il se passer si la Fed arrête d'injecter ses 85 milliards de dollars par mois dans l'économie américaine? A priori, pas grand-chose de bon. Et pas grand-chose de bon, le pas grand-chose de bon commence et s'initie avec une augmentation importante des taux d'intérêt et des taux d'emprunt des États. Alors, c'est sensible pour la France, c'est marqué pour l'Allemagne, et le mouvement est extrêmement fort et puissant en ce qui concerne les États-Unis. Les taux en gros d'emprunt américains sont passés de 1,5 à 3% en moins de 6 mois, donc on parle du 10 ans US. Donc en gros, on est clairement dans un début de krach obligataire et de dégonflement de la bulle obligataire. On était prisonnier des taux bas. Faut être clair, à 4 ou 5% de taux d'intérêt, on n'est pas sur des taux extrêmement élevés. Hein, si on parle de 4 ou 5%, je pense que pour nos auditeurs les plus anciens qui ont un petit peu de recul, ils ont connu, il n'y a pas si longtemps que ça, des taux d'intérêt à 15 à 20%. Ce sont des choses qu'ils ont connues et que vous avez connues en tant qu'emprunteur pour faire un achat immobilier ou ce genre de choses, voire même des placements. Donc il est évident qu'un taux de 4 ou 5%, ce n'est pas un taux qui est très élevé, mais c'est pourtant un taux suffisant pour mettre les États-Unis d'Amérique en situation de défaut de paiement assez rapidement. Et si la Fed arrête d'acheter des bons du Trésor, c'est la situation à laquelle nous risquons d'assister. Alors ça, c'est le premier effet d'une augmentation des taux d'intérêt. Le deuxième effet d'une augmentation des taux d'intérêt, c'est évidemment que lorsque l'on a des taux d'intérêt à 5%, quel est l'intérêt d'acheter des actions en bourse dont les cours sont très élevés, dont les PER qui sont les price earning ratio, enfin bon, le ratio en gros cours sur bénéfice
sont très élevés et très dégradés, et avec des perspectives qui sont somme toute assez moyennes. Bon, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à acheter une valeur comme ça. Mais alors si en plus on vous propose un placement à 5% de l'autre côté, entre guillemets, réputé sans risque, par rapport à une action qui peut baisser et vous donner un rendement au mieux de 2 ou 3%, vous n'avez évidemment plus aucun intérêt à placer votre argent en bourse. Donc, l'explosion des bulles obligataires, c'est-à-dire les phénomènes de remontée des taux d'intérêt. N'oubliez pas que sur les bulles obligataires, c'est quand les taux d'intérêt augmentent que les cracks obligataires se font. Hein, ce n'est pas quand les taux d'intérêt baissent. C'est inversé. Donc, vous n'avez plus aucun intérêt à acheter une action. Ça, on l'a compris. Premier effet. Deuxième effet, évidemment, pour les entreprises, pour les particuliers, pour les agents économiques au sens large, le coût de l'emprunt est renchéri. Quand vous avez 5% de croissance, avoir des taux d'intérêt à 5%, votre opération de placement est nulle. Votre opération d'investissement est nulle. Vous allez acheter une machine. Cette machine va vous rapporter 100 000 $. Cette machine va vous rapporter du 5%, 5 000 $ par an. Si vous empruntez ces 100 000 $ à 5%, votre opération est neutre. Si vous avez ces 100 000 $ qui vont vous rapporter 5 000 $ d'investissement, vous les achetez à 3%, donc 3 000 $, vous aurez un gain de 2 000 $. Donc là, vous allez faire l'investissement. Mais inversement, si vous avez une croissance de 2%, ce qui est le cas de la croissance affichée officielle aujourd'hui aux États-Unis, donc vous allez avoir 2 000 $ de gain, mais l'investissement va vous coûter 5 000 $, vous allez perdre 3 000 $, évidemment, vous n'allez pas le faire. Donc, on voit bien que cela va avoir un impact extrêmement fort sur une remontée éventuelle des taux, aurait un impact extrêmement fort sur l'investissement des entreprises et donc très rapidement sur la croissance américaine. Et c'est pas tout. Évidemment, vous avez derrière tout ça un autre sujet qui est le sujet de l'immobilier américain dans lequel les banques sont encore empêtrées. Et évidemment, si demain les épargnants, les ménages américains, excusez-moi, doivent emprunter à 6% pour acquérir un bien immobilier dans le cadre d'un marché immobilier déjà convalescent et plus que convalescent, vous imaginez bien que le marché immobilier américain va repartir dramatiquement à la baisse. C'est exactement la même chose qui se passerait, par exemple, au hasard en France sur le marché immobilier qui aujourd'hui a atteint des prix stratosphériques uniquement parce que les taux d'intérêt sont bas. Si demain les taux d'intérêt remontent à 5 ou 6%, le marché immobilier français va s'effondrer, y compris dans les zones réputées extrêmement solides, comme l'Île-de-France, certains même très beaux quartiers de Paris, ou même certains coins sur les côtes françaises qui sont très demandés. Donc voilà un petit peu pour le panorama sur les risques aux États-Unis. Je suis en train de surveiller l'heure parce que il faut pas que je dépasse, m'a-t-on dit. Donc sur l'Europe, pareil, on va essayer de lister les choses assez vite. Alors juste avant, petit retour en arrière sur la situation américaine. Je voulais juste vous reparler 2 secondes, ça m'était sorti de la tête on va reparler assez prochainement du relèvement du plafond de la dette. Hein. Donc vous savez que le Congrès américain doit voter et se mettre d'accord sur l'endettement maximum en montant des États-Unis. Alors c'est pas justement en pourcentage, hein, le fameux ratio dette sur PIB, c'est vraiment une enveloppe financière, donc c'est un montant, 16 500 milliards de dollars. Donc ça c'est le montant du plafond de la dette. Et puis pour pouvoir continuer à ce que l'État fédéral fonctionne, eh bien évidemment, va falloir relever ce plafond parce qu'il va y avoir encore du déficit qui va venir s'incrémenter à ce stock de dette. Et donc, 200, 300, 400, 500 milliards de dollars supplémentaires. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de relèvement de plafond de la dette. Alors, a priori, comme à chaque fois, ça donnera lieu à un psychodrame politique à Washington. Et puis ça finira, comme à chaque fois, par un accord où les républicains troqueront et négocieront des choses avec les démocrates après une période d'incertitude.
Alors, passons maintenant à l'Europe. Donc, évidemment, la récession en Europe, elle est généralisée, elle est globale. Bon, youpi tralala, il y aurait un petit peu de croissance en France. Superbe. On parle de la saison d'été, on parle de la saison touristique, que ce soit pour la France, que ce soit pour l'Espagne, que ce soit pour l'Italie, que ce soit pour le Portugal. Donc évidemment, ça fait partie d'une saisonnalité assez récurrente, hein, sans surprise. Donc vous verrez que, a priori, avec l'automne, on va un petit peu moins consommer, surtout s'il fait pas beau et que l'automne est très automnal. Et puis, on reconsommera un petit peu pour les fêtes, figurez-vous, parce qu'on va acheter des cadeaux de fin d'année. Alors là, on fera youpi tralala, croissance repart. Et puis, ça sera après la grosse déprime de janvier où il se passe pas grand-chose et on vous dira, ah là là, peut-être que finalement la croissance n'est pas de retour. Bon, tout ça, il faut lever un petit peu le nez du guidon. Et quand on lève le nez du guidon et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, les destructions d'emplois en Europe se poursuivent. Elles sont même massives, que ce soit en Espagne, en France. Bon, vous avez sans doute entendu dire que le chômage espagnol avait baissé de manière très légère et symbolique, dirons-nous, pour rester poli, puisqu'il y avait 31 chômeurs de moins en Espagne le mois dernier. Bon, on est dans des statistiques qui sont absolument ridicules. Savoir s'il y a 30 chômeurs de plus ou de moins, ça n'a aucun sens quand on parle de statistiques économiques. C'est la première fois que je vois une bêtise de cette ampleur. Donc évidemment, la récession européenne est un phénomène réel. Alors, nos gouvernements, on ne peut pas leur reprocher. Bon, je m'en moque régulièrement dans les colonnes du Contrarien Matin. Je suis pas forcément tendre avec le Benet Béat qui nous sert de président normal premier, mais il est dans le rôle des autorités politiques d'essayer de rassurer par tous les moyens. Alors évidemment, de temps en temps, c'est plus drôle qu'autre chose parce qu'effectivement, ça confine au ridicule, mais ça confine au ridicule pour des gens qui ont une culture économique et qui s'intéressent au sujet économique. Pour la majorité de la population française qui se lève tôt le matin, va travailler, rentre tard le soir fatigué, allume TF1, dîne et va se coucher, objectivement, euh, bon, ben, eux, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ben, ils vont comprendre que finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Et tout ça, ça va faire qu'on va maîtriser un peu le moral des foules, et qu'il est sûr et évident que si il y a une immense déprime généralisée, comme c'est le cas en Grèce par exemple, vous tombez dans le piège total de la déflation, il n'y a plus d'argent qui circule, il n'y a plus rien qui se fait, tout le monde se renferme, évidemment c'est une catastrophe. Donc c'est une catastrophe que les autorités françaises veulent à tout prix éviter. Et c'est pour ça que par moments, elles ont une attitude un peu béate qui confine au ridicule. Mais bon, il faut bien être conscient de cet objectif et il ne faut pas leur en vouloir plus que ça. Il faut simplement ne pas en être dupe quand on cherche à savoir ce qui nous attend et la façon dont on va être mangé dans les mois qui viennent. Et on le voit bien, ils ont annoncé le budget, en tout cas leur projet de budget cet après-midi. Et on voit bien que de toute façon, on va vers des réductions de dépenses et des augmentations d'impôts encore. Et c'est toujours les mêmes qui payent parce que de toute façon, par définition, les pauvres ne peuvent pas verser grand-chose. Hein, quelqu'un qui est déjà tondu n'a plus grand-chose à attendre. Alors, la politique de la BCE, c'est évidemment, si on passe au point suivant, la politique de la Banque Centrale Européenne, c'est vraiment une hypothèque. Jusqu'à présent, Mario Draghi a su, avec une immense habileté, piloter la politique monétaire européenne que par des mots. D'accord? Que par des mots. Il n'y a eu en aucun cas d'acte dans la politique monétaire de Mario Draghi, si ce n'est la mise à disposition de liquidités de façon plus ou moins temporaire, notamment à l'égard des banques. Mais il n'y a eu aucun acte, hormis des mots, je ferai tout ce qu'il faudra faire et croyez-moi, ce sera suffisant, etc., etc. Mais en aucun cas, il y a eu d'acte et en aucun cas Mario Draghi a fait quoi que ce soit parce que pour le moment, il est tenu par les statuts de la BCE et tenu par la vision rigoriste allemande pour qui aujourd'hui la création monétaire c'est verboten.
Donc comme la création monétaire, c'est verboten, comme l'injection de fausses monnaies, c'est interdit, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas un petit peu, mais en tout cas, c'est interdit, que se passe-t-il? Eh bien, l'Europe se condamne elle-même à la récession. C'est-à-dire que la seule variable d'ajustement, si elle n'est pas monétaire, vous comprendrez bien qu'elle est budgétaire. Donc soit on s'ajuste via la variable budgétaire, soit on s'ajuste via la variable monétaire, soit on s'ajuste en faisant un peu des deux. Et c'est évidemment le pilotage de nos amis anglo-saxons. Les États-Unis agissent actuellement sur le levier budgétaire, ils réduisent leurs dépenses, mais ils ont la variable d'ajustement monétaire qui leur permet de rendre cet ajustement budgétaire moins douloureux, dirons-nous. Quand on regarde le cas de l'Espagne, évidemment de la Grèce, on est dans des douleurs extrêmes. 60% des Grecs veulent repartir à la campagne parce qu'ils n'ont plus à manger dans les villes. Pas parce que les magasins sont vides, mais parce qu'ils ne peuvent plus s'acheter à manger. Alors, toute la politique européenne et autour de l'euro, elle est conditionnée au résultat de l'élection de la chancelière. C'est pas un lapsus, là c'est volontaire. A priori, c'est Angela Merkel qui va être réélue pour son 3e mandat. Et les élections, c'est le 22 septembre. Alors, que va-t-il se passer? Moi, je pense que si Angela Merkel est réélue, il y a de fortes chances pour que l'Allemagne en sorte certainement beaucoup plus forte dans ses rapports de force, beaucoup plus sûre et de son bon droit et de son bon fait, et d'une certaine forme de domination. L'Allemagne n'a plus honte de ce qu'elle est. L'Allemagne n'a plus honte de s'afficher comme grande nation. Et l'Allemagne, sans tomber dans du nationalisme tel qu'on a pu le connaître il y a quelques décennies avec les drames qu'on a vécu, mais un intérêt patriotique tout à fait normal. Donc, c'est les intérêts allemands qui priment. Voilà. Et ça, c'est, je crois, la grande inflexion de la politique allemande de ces dernières années. C'est que l'Allemagne est passée d'un pays extrêmement consensuel qui, d'ailleurs, acceptait de brader en partie ses intérêts, à un pays qui n'accepte plus de brader ses intérêts, les défend, au contraire, voire même essaye d'imposer une forme de leadership allemand en Europe à son avantage. Voilà, c'est un leadership que l'Allemagne essaie d'imposer pour en tirer des bénéfices et en tirer avantage. Mais l'Allemagne a raison, c'est-à-dire que nous autres Français devrions faire pareil, et les Anglais ont bien également cette même approche-là. Donc, parler d'amitié, de couple franco-allemand, nos grands amis, etc., etc. Lorsque l'on parle de raison d'État, il n'y a aucune amitié qui tienne, il n'y a que des intérêts convergents ou divergents, et donc tout le temps et systématiquement une forme plus ou moins forte de confrontation. Alors, on verra ce qu'il en sortira, mais en tout cas, c'est sûr que les élections en Allemagne vont marquer une très très grosse étape dans l'évolution de la crise européenne. Notamment parce que, et c'est le 4e point, de nouveaux plans d'aide vont être tout simplement, sont déjà tout simplement évoqués et vont être nécessaires dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et là, que diront les Allemands? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez toujours entendu imaginez que l'euro explose, mais vous n'avez pas idée, mes braves gens, du coût d'une explosion de l'euro ou du coût d'une sortie de l'euro pour un pays. Personne ne vous a parlé du coût du maintien de l'euro. C'est-à-dire que maintenir l'euro, maintenir la zone euro, maintenir la cohésion de la monnaie unique, ça a un coût. Et ce coût, c'est un coût qui n'est pas connu. Il est tout aussi inconnu que le coût de l'explosion de l'euro. Simplement, c'est un coût que l'on connaît à chaque fois pour voir. Voilà, c'est-à-dire que pour passer à l'étape suivante et à la prochaine dépense, voilà, on sait que là, le plan d'aide pour la Grèce ce coup-ci, il va nous coûter 20 milliards d'euros. Bon,
On sait qu'il ne sera pas suffisant, hein, mais on sait qu'il va nous coûter que 20. Alors on y va. Et puis avec la théorie des petits pas, comme ça, à chaque fois on fait un chèque, encore un chèque, comme à un enfant qui serait joueur et qui viendrait réclamer des sous à son papa et à sa maman pour éponger ses dettes après chaque partie, eh bien, les parents payent à chaque fois des sommes qui peuvent être payées, mais ils n'ont aucune idée de combien ça leur coûtera tant que le gamin jouera ou tant que le gamin devra être aidé, et donc peut-être que ça durera pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'en sait rien. C'est techniquement illimité. Donc on ne connaît pas le coût de sauvegarde de l'euro, on ne connaît pas non plus le coût du risque, le coût de l'explosion de l'euro, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a de nouveaux plans d'aide qui arrivent, et il n'est pas dit que les Allemands souhaitent faire le chèque. Et en tout cas, ça pourrait être l'une ou l'un des scénarios, l'une des possibilités qui ferait que l'euro pourrait connaître à nouveau une crise ouverte et extrêmement forte. Alors, ça nous amène justement à ce dernier point, qui est le risque d'explosion de l'euro, un risque dont on ne parle absolument plus, et qui pourtant est objectivement toujours présent. Donc, gardez-le bien en tête. Les unions monétaires se sont toujours terminées de la même façon, c'est-à-dire par une explosion. Il n'y a aucune union monétaire qui ait réussi à survivre sans s'être transformée très rapidement en union de transfert. Alors une union de transfert, c'est quoi? Eh bien, c'est l'État fédéral américain, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils ont des économies différentes entre États. Chaque État n'a pas la même richesse. Chaque État n'a pas les mêmes richesses, le même fonctionnement économique, la même population, la même densité, les mêmes matières premières, ressources, débouchés maritimes, etc., etc. Donc évidemment, entre l'économie d'un État au fin fond enfermé des États-Unis désertiques, etc., et l'économie californienne, vous avez des différences majeures. Et ces différences majeures sont comblées par ce que l'on appelle une union de transfert. Et donc c'est l'État fédéral qui va, en levant l'impôt, réduire un certain nombre des inégalités économiques entre ces États. Vous avez évidemment une union de transfert massive dans notre pays, en France, qui est que l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, 70% du PIB de la France, donne et fournit beaucoup plus d'impôts que toute autre région, et évidemment ce sont les Parisiens qui payent pour le reste de la France, pour Roubaix, pour Tourcoing, pour le Massif central, etc., etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que l'Île-de-France demande son indépendance et que l'Île-de-France frappe sa propre monnaie, etc., etc. Et puis après tout, au diable le reste du pays. Donc évidemment, vous comprenez bien que lorsque l'on parle d'une monnaie, d'une économie, si on a une monnaie, une zone économique, à un moment donné ou à un autre, il faut que vous ayez une union de transfert. C'est pas un point idéologique, c'est un point économique majeur. Si, et là après, soyons pragmatiques dans la façon de l'aborder, sans union de transfert, la monnaie unique ne peut pas survivre. Or, pour le moment, et jusqu'à aujourd'hui, les Allemands ne veulent en aucun cas payer via une union de transfert pour les Grecs, pour les Espagnols, mais pour nous Français, etc., etc. À titre personnel, je ne peux pas leur reprocher de ne pas vouloir payer pour les autres Européens. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas se lancer dans la construction d'une monnaie unique qui a été faite pour des raisons uniquement politiques par Mitterrand et Kohl dans le cadre de la réunification allemande et de grandes tractations franco-allemandes, mais ce n'est pas une construction économique. Et aujourd'hui, évidemment, on en paye le prix, notamment à travers ce risque d'explosion de l'euro qui nous pend au nez, que personne ne veut voir, mais qui nous pend au nez. Alors, on arrive au dernier point, et après j'essaierai de répondre aux questions que je vois s'afficher dans le bas de l'écran. Alors l'or dans tout ça, alors, je vous ai fait une réponse de Normand, un risque de forte baisse et un risque de forte hausse. Donc là vous êtes censé rire. Alors pourquoi?
Et oui, et avec une conclusion quand même extraordinaire, une grande volatilité, mais pas de stagnation. Vous voyez, ça va monter ou ça va baisser, mais ça restera pas stable. Là, vous vous dites, waouh, le père Sana, il a vachement réfléchi quand même pour nous sortir ça. Mais alors, dans le contexte, blague mise à part, dans le contexte où nous sommes, c'est vraiment ça qui va se passer. Alors, vous avez bien vu que l'or a monté ces dernières semaines sur les bruits de bottes en Syrie. Donc, on va retirer le problème géopolitique de l'équation 30 secondes et on ne va prendre en considération pour le moment que les aspects économiques de la chose. Alors, on est toujours dans le combat hyperinflation, enfin inflation, hyperinflation versus force déflationniste. Ça n'a pas changé. Ça fait 6 ans que ça dure. Et pour le moment, ça n'a toujours pas changé. Simplement, chaque mois qui passe nous rapproche de plus en plus du moment où il va y avoir l'inflexion, c'est-à-dire on ne sera plus dans cette période où on hésite entre l'un ou entre l'autre, on basculera dans une période d'hyperinflation ou dans une période de déflation. Et à un moment donné, la bascule va se faire. Quand ? C'est extrêmement difficile de le dire. Simplement, on s'en rapproche parce qu'il arrive un moment, à force de tout essayer, il ne reste plus beaucoup d'options. Alors, si les États-Unis arrêtent leur injection de monnaie, ils arrêtent les quantitative easing, et que ça se passe bien, par miracle, que ça se passe bien, les taux n'explosent pas, le déficit budgétaire américain est financé, la croissance repart, les filles sont belles, le soleil brille, et moi je suis le pape. Donc avec tous ces si-là, évidemment, vous n'avez aucune raison d'avoir de l'or. Donc, quand je dis aucune raison d'avoir de l'or, les raisons pour placer massivement dans l'or vont petit à petit diminuer, s'effacer, et donc progressivement, le cours de l'or va diminuer et suivre cette diminution des risques. Inversement, les taux montent très fortement et ça se passe mal. Dans un premier temps, c'est-à-dire krach obligataire, krach boursier, Wall Street s'effondre, bon. Dans un premier temps, l'or peut très fortement baisser. On est sur des crânes déflationnistes, on est dans un contexte d'augmentation très importante des taux d'intérêt. Or, comme chacun le sait, parce que ça nous est suffisamment répété, l'or ne rapporte rien, l'or ne génère pas de taux d'intérêt. Donc évidemment, on a plutôt intérêt économiquement en tant qu'épargnant à placer 100 000 $ qui vont vous rapporter 5% que d'avoir de l'or qui vous rapporte rien. Donc dans un premier temps, c'est ce qui pourrait tout à fait se passer avec une très forte correction sur l'or qui nous ramènerait encore une fois aux alentours de 1000 $, l'once. Mais si les taux d'intérêt augmentent très fortement, le premier effet va être de le faire baisser, mais le deuxième effet va être de le faire exploser à la hausse, pour une raison simple, c'est qu'à partir d'un moment, on va se rendre compte que si les taux d'intérêt augmentent trop vite, on va vers l'insolvabilité des États. Non seulement si les taux d'intérêt augmentent trop vite, mais également s'ils augmentent lentement. Simplement, ce qui va changer, c'est la durée de la phase de correction de l'or. C'est-à-dire qu'on restera plus ou moins longtemps ou vers les 1000 $, ou alors on s'en rapprochera assez vite pour en repartir tout aussi vite, un petit peu de la même manière dont on a eu la dernière grande correction boursière. Ce dont il faut être extrêmement conscient sur l'or aujourd'hui, en dehors de toutes les manipulations de marché ou ce genre de choses, c'est que les marchés prennent en compte uniquement le risque inflationniste. Ils ne prennent pas en compte le risque déflationniste et le risque d'insolvabilité. C'est un risque que les marchés ne prennent pas en considération. Or pourtant, lorsque l'on regarde le comportement historique de l'or, on parle sur 2 siècles, quand on regarde le comportement historique de l'or, sachez qu'en fait, l'or couvre imparfaitement le risque inflationniste. Contrairement à ce que tout le monde pense, et ça c'est une méconnaissance profonde de l'histoire, le métal jaune ne couvre qu'imparfaitement le risque inflationniste. En revanche, il couvre parfaitement, et il permet même de gagner de l'argent dans les risques déflationnistes et d'insolvabilité. Cadre
dans un cadre inflationniste, l'or vous permet tout juste de conserver votre pouvoir d'achat. Tout juste. Il ne vous permet pas de gagner d'argent. Je parle historiquement. Historiquement, c'est dans les contextes déflationnistes et d'insolvabilité que l'or vous permet non seulement de maintenir votre pouvoir d'achat, mais surtout de gagner de l'argent. Tout petit bémol sur l'or et l'inflation, il y a un seul cas où l'or surperforme, on va dire, l'inflation, c'est lorsque l'inflation est mesurée en dollars. N'oubliez pas que l'or est coté en dollars et que par conséquent, il couvre imparfaitement l'inflation, par exemple, en France ou en Allemagne. Et donc de façon générale maintenant en euros si on fait une extension. En revanche, il couvre beaucoup mieux le risque inflationniste en dollars. Donc encore une fois, les marchés cotés en dollars, price et cote le risque d'inflation. En aucun cas, ils ne cotent le risque d'insolvabilité, le risque déflationniste. Or pourtant, c'est le risque majeur auquel nous avons à faire face parce que au bout du compte, que l'on parte dans une impression massive de billets ou que l'on parte dans une politique déflationniste comme c'est le cas en Europe et inflationniste comme c'est le cas dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis, au bout du bout, dans les deux cas, ça va conduire exactement à la même ligne d'arrivée qui est la ligne d'arrivée de l'insolvabilité. Simplement, soit on va à l'insolvabilité par l'hyperinflation, mais au bout du compte, souvenez-vous, l'Allemagne de Weimar, le Zimbabwe plus récemment, la crise argentine en 2001, l'hyperinflation conduit à l'insolvabilité. C'est une erreur de croire que l'hyperinflation ne conduise pas à l'insolvabilité. L'hyperinflation conduit à l'insolvabilité au même titre que la déflation conduit à l'insolvabilité. Donc en fait, le point d'arrivée, il est connu, on va tous vers l'insolvabilité. Après, c'est le chemin qu'on prend pour y aller qui va faire la différence, et y compris qui va faire la différence de la douleur pour les populations ou pas. Voilà. C'est très douloureux pour les Grecs, c'est moins douloureux pour les Américains au moment où nous parlons. Mais dans tous les cas, ça va se terminer de la même façon. Donc voilà, donc l'or, si vous voulez, il peut soit techniquement baisser très fortement, et je le vois assez peu monter, sauf à ce que l'on rajoute à ce moment-là le facteur géopolitique, donc une immense conflagration régionale en Syrie. Alors là, effectivement, l'or a toutes les raisons de monter parce que on va se situer dans des perspectives inflationnistes via l'augmentation de l'énergie, du pétrole, une fermeture éventuelle du détroit d'Ormuz, une déstabilisation régionale du Proche-Orient qui évidemment est le plus gros fournisseur d'or noir au monde. Donc là, effectivement, avec un baril à 150 ou 200 dollars en cas de gros conflit régional, ça peut poser de gros problèmes d'inflation importée. Donc, évidemment, à ce moment-là, l'or monterait fortement, mais ne dépasserait sans doute pas son sommet de 1900 à 2000 dollars que l'on a connu il y a quelque temps. Pour dépasser ce sommet, il va falloir que le marché intègre le risque d'insolvabilité. Et le marché ne pourra intégrer le risque d'insolvabilité qu'à partir du moment où les taux d'intérêt vont commencer à monter très fortement. Et quand ils vont monter très fortement, dans un premier temps, l'or va baisser, mais dans un deuxième temps, on se dira, oulala, tout ça, ça va s'effondrer, les banques vont s'effondrer, les ménages peuvent plus acheter d'immobilier, on repart dans une crise phénoménale, donc de toute façon, et on est hyper endetté, donc de toute façon, on est devant un cas d'insolvabilité mondiale, généralisée et totale. Alors voilà, maintenant je suis complètement en retard sur le planning, et donc je vais essayer de répondre aux questions que je vois s'afficher. Alors, je vais partir je suis navré, non pas sur les premières, mais sur les dernières questions. Donc François Picot qui demande comment techniquement l'or protège-t-il de la déflation? Eh bien, assez simplement en réalité. À partir du moment où vous avez une insolvabilité, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cash est roi
qu'à partir du moment où la monnaie vaut encore quelque chose. Mais votre monnaie, par définition, ne vaut plus rien à partir du moment où l'État qui l'imprime, l'État qui l'émet, est un État qui est en faillite. Donc de toute façon, à ce moment-là, il vous reste plus que votre or. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs aux stratégistes de la Société Générale que l'or sera à 10 000 dollars. Dans un contexte d'insolvabilité américaine, oui, il y a techniquement plus de prix pour l'or, mais parce qu'on est dans un cadre d'insolvabilité. En cas d'actifs, donc Étienne qui nous demande en cas d'explosion de la monnaie unique, quels actifs faut-il privilégier? Or, forêt, immobilier en province, rendement plus de 10%, etc. Alors, l'immobilier locatif, vous oubliez, alors qu'il soit en province, pas en province, avec un rendement de 10 ou un rendement de 5, vous allez vous faire encadrer vos loyers, vous prendrez des loyers l'équivalent 2015 ou 2016 de la loi, des loyers loi 48, etc., etc. Donc, bon, vous pouvez aller vous amuser avec de l'immobilier locatif. Moi, aujourd'hui, je vous le déconseille fortement, qu'il soit à Paris ou en province. Alors, terre, forêt, oui, sans doute, certainement. Évidemment, moi, je suis un fan des actifs tangibles. Pour moi, les actifs tangibles, c'est l'or, c'est les terres agricoles, c'est les forêts. Quand on ne peut pas acheter de forêt ou de terres agricoles, rien n'empêche d'acheter une petite maison de campagne avec un jardin plus ou moins grand pour du potager. Donc oui, voilà, évidemment, c'est la terre sera l'un des meilleurs placements des 30 prochaines années, alors que le meilleur placement des 30 dernières années a été l'assurance vie. Mais je pense qu'on va quitter, je suis convaincu que l'on quitte ce cycle-là. Que faut-il anticiper pour les fonds en euros dans la crise à venir? Un blocage, un passage en rente contraint? Oui, alors ça peut être un blocage, prélude à un haircut, c'est-à-dire à un effacement plus ou moins total de votre épargne. Votre fonds euro dans les assurances vie, c'est ni plus ni moins que des obligations d'État. Donc si les États remboursent pas, votre fonds euro il vaut zéro. Point. D'accord. Tout le reste c'est de la littérature. Alors si les États remboursent la moitié, votre fonds euro il vaudra la moitié de ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et puis s'ils remboursent 20%, vous aurez plus que 20%. Et puis s'ils remboursent rien du tout, vous aurez une poignée de main, un sourire. Et puis on vous dira, écoutez, c'est comme ça. On ne pouvait pas prévoir. C'est une évidence. Alors, Leroux qui nous demande, est-il raisonnable de tout miser, tout miser une épargne à long terme sur l'or? Alors, je suppose que la question c'est, est-ce que c'est raisonnable de mettre toute son épargne en or? Alors la réponse conventionnelle consisterait à dire non mon brave monsieur, faut jamais mettre tous ses œufs dans son même panier. Donc ça c'est évidemment la réponse que l'on attend à ce genre de questions. Et puis après on attend un pourcentage. Mon brave monsieur, pas plus de 5%, pas plus de 10%, pas plus de 15%. Bon, ma vision elle est très différente. Moi je fais des placements qui sont des placements de conviction. Donc si on n'a pas de conviction, on prend 5%. Si on a un peu plus de conviction, on prend 10%, et puis si on a énormément de conviction, on prend 100%. Ce que je veux vous dire au-delà de tout ça, c'est que si tout s'effondre, avoir 5% d'or, c'est complètement stupide parce qu'il vous en aurait fallu 100%. Donc, si tout s'effondre, avoir que 5% d'or, c'est stupide. De la même manière, si tout va mieux que bien, que la croissance repart, que c'était qu'une crise conjoncturelle et pas structurelle, que c'était qu'un mauvais moment à passer, que tout va aller mieux que bien, avoir 10% d'or, c'est complètement stupide, parce que c'est beaucoup trop, parce que je ne vois pas pourquoi, si tout va mieux que bien demain matin, je devrais aller perdre 50% ou 60%, même 80% sur 10% de mon patrimoine. Donc, essayez simplement de sortir du raisonnement qui consiste à dire est-ce qu'il faut que je mette tout un peu, beaucoup, moyennement, passionnément, et essayez d'apprécier les risques et de vous forger votre propre conviction. Et à partir de votre propre conviction, va en découler une répartition. Alors évidemment, on n'est jamais à 100% en or pour une simple et bonne raison, c'est qu'il vous faut quand même de l'argent pour payer vos impôts, il vous faut de l'argent pour aller faire vos courses, il vous faut de l'argent pour payer le permis de conduire du gamin, pour l'installer dans un studio pour aller faire ses études, que sais-je encore, donc il vous faut de l'argent.
Donc déjà, il vous faut une épargne en euros, donc de toute façon, enfin dans la monnaie que vous utilisez, donc de toute façon, vous n'êtes pas en mesure d'avoir 100% d'épargne en or. De la même manière, vous ne vous logez pas dans vos lingots. Hein. Donc quand on ne se loge pas dans ces lingots ou dans ces pièces d'or, eh bien évidemment, on a une maison, on a un appartement, on a une résidence secondaire, etc. Donc on a de l'immobilier. Donc on est encore moins dans du 100% d'or. Aujourd'hui, 80% du patrimoine des ménages français est constitué par l'immobilier et pas par l'or. Alors, de quel patrimoine parle-t-on? Est-ce qu'on parle du patrimoine total ou est-ce qu'on parle du patrimoine financier? Alors, si on parle du patrimoine financier, c'est-à-dire que le cash que vous avez en épargne, je considère qu'il faut à minima 50% de son cash ou de ses actifs financiers placés en or pour assurer la totalité. En gros, si vous avez 100 000 euros dans un contrat fonds euro d'assurance vie, je vous conseille d'avoir 100 000 euros également placés en or. Et inversement, à ce moment-là, vous faites un rachat. Si vous n'avez pas 100 000 euros à placer en or, vous faites un rachat. Vous réduisez la part de votre contrat d'assurance vie à 50 000 euros et vous placez en or. Ensuite, que vaut d'investir ses liquidités en Australie? Eh bien, écoutez, je connais assez mal l'Australie. Néanmoins, le dollar australien est une devise qui fait partie des devises les moins mauvaises actuellement. Donc, vous avez effectivement le dollar australien, vous avez la couronne norvégienne, vous avez également le dollar canadien, ou le franc suisse dans une moindre mesure. Donc, tout ça, ce ne sont pas des mauvaises monnaies. En tout cas pas aussi mauvaise que l'euro et le dollar. Néanmoins, quels sont vos centres d'intérêt en Australie? Voilà. Et ça, je crois que c'est une question très importante. J'avais un membre qui m'avait appelé, bon, on avait discuté. Et effectivement, il avait de la famille, il avait deux de ses enfants qui étaient installés en Australie, etc., etc. Il y allait souvent, donc c'était parfaitement porteur de sens pour lui que de détenir du dollar australien, que d'avoir un compte en Australie ou ce genre de choses. Après, quand tous vos centres d'intérêt sont en France métropolitaine, que vos enfants sont en France métropolitaine, que votre travail est en France métropolitaine, bon, alors soit vous partez, vous prenez vos clics, vos claques, vous partez, vous allez vous installer ailleurs, soit si vous êtes dans une optique purement franco-française, détenir du dollar australien me semble pas forcément une bonne idée, mais c'est valable pour toutes les autres monnaies. Ça doit être compatible avec vos centres d'intérêt et vos centres personnels. Hotmani qui nous demande la période intermédiaire entre le crash économique et la création d'un nouveau système monétaire avec retour progressif à la normale durera combien de temps selon vous? Alors, tout dépendra du crash économique. C'est-à-dire que combien de temps faut-il pour réimposer la confiance dans une nouvelle monnaie une fois que toute la confiance a été perdue dans les anciennes monnaies? C'est compliqué. C'est compliqué surtout si on ne veut pas mettre d'or dedans. Parce que si on met de l'or dedans, quasiment automatiquement, les gens vont avoir confiance parce que l'or est la monnaie. L'or est limité. Bon, et tout ce que l'on sait tous sur l'or. Donc, tout dépend. Si vous mettez dedans des barils de pétrole complètement virtuels auxquels personne ne peut accéder, bon, et voilà, si vous arrivez dans la succursale de la banque centrale du coin proche de chez vous et que vous arrivez avec vos 100 000 nouveaux dollars et que vous repartez avec 2 mètres cubes de pétrole, bon, je suis pas sûr que ce soit extrêmement pratique. Donc, c'est très compliqué. Ça va dépendre justement du nouveau système. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un retour progressif. Et ça, vous avez raison d'utiliser le mot progressif. C'est inchiffrable. On n'est pas en mesure de vous donner une réponse. Simplement, sachez que ce que l'on peut dire en termes d'estimation, c'est que ce sera un mouvement qui se comptera en années. Alors, pas en décennies, mais en années. Voilà. Réimposer une nouvelle monnaie, c'est quelque chose qui se compte en années. Alors, Nagara, même question que Léonard. Si ça pète, que devient mon crédit immobilier? Alors, si ça pète à la chypriote, parce qu'on a un super exemple avec Chypre et avec le chyprage général des économies à Chypre, dans le cas de la crise chypriote, vous aviez 100 000 euros dans la mauvaise banque
vous en avez plus que 47 000, et vous aviez un crédit de 100 000 euros, et vous avez toujours votre crédit de 100 000 euros. D'accord? Donc vous n'êtes pas bien. Ceux qui sont moins bien dans ce cadre-là, c'est évidemment ceux qui ont fait des belles opérations à des fins de défiscalisation avec crédit in fine. Hein. Donc c'est j'ai 500 000 euros pour acheter un appartement, donc les 500 000 euros pour une maison, on s'en fiche. Ces 500 000 euros, je les nantis dans un contrat d'assurance vie fonds euro qui vaudra zéro. Et puis j'emprunte 500 000 euros, hein, puis je défalque les intérêts en in fine, et donc je ne paye que des intérêts qui sont complètement déductibles de mes revenus fonciers. Et ben cet épargnant-là, eh bien il risque de se retrouver avec 500 000 euros de crédit à rembourser, qu'il n'a absolument pas amorti, hein, puisqu'il est en in fine, c'est pas un crédit amortissable, et il a perdu toute son épargne. Donc il n'est pas forcément bien. Donc votre crédit immobilier, si ça pète, a priori, il sera toujours dû. En tout cas, vous avez toujours à le rembourser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moratoires. Si plus personne n'est capable de les rembourser, il y aura certainement des moratoires. Mais enfin, en tout cas, les moratoires ne sont pas évidents. Et à Chypre, au moment où nous parlons, il n'y a pas de moratoire. D'accord? Donc les gens doivent quand même rembourser leur crédit immobilier. Claude France qui nous demande: pensez-vous que les accords de Bretton Woods puissent exploser? Alors je ne sais pas à quel accord vous faites allusion, parce que pour moi les accords de Bretton Woods ont déjà explosé, hein. Nous sommes dans une période post-Bretton Woods avec plus de cotation des devises, plus de convertibilité des monnaies en or. Donc voilà, donc ça je passe à la question suivante. Si l'euro explose et n'a plus cours, comment aucoffre.com, qui conserve notre or, peut nous restituer nos avoirs dans une nouvelle monnaie nationale qui prendrait le relais en nous envoyant notre or? Le côté valeur refuge est rassurant, mais comment ne pas se poser la question d'un crash complet sans avoir son or physique sous l'oreiller? Alors, c'est une excellente question de Nagara, et c'est toujours le même problème. À quoi vous vous préparez? Parce que, en fonction de ce à quoi vous vous préparez, aucoffre.com peut être une solution pertinente ou pas du tout. Si vous préparez à la fin du monde, 2012, la guerre civile, tout le monde se tire dessus, c'est l'horreur, il n'y a plus à manger, c'est la famine, bref, c'est Mogadiscio à Paris, hein, c'est-à-dire que c'est une situation somalienne, pas syrienne, hein, somalienne, parce qu'en Syrie, il y a encore à bouffer, hein, donc il y a encore du commerce qui se fait, etc. etc. Donc, si vous considérez que on va vers une situation à la somalienne, avoir de l'or à la maison, je vois pas trop pourquoi, parce qu'en fait, enfin un petit peu, mais je vois même pas trop pourquoi. Il va plutôt vous falloir des boîtes de conserve et suffisamment d'armes et de munitions pour pouvoir les protéger. Donc, je crois que tout dépend ce à quoi vous vous préparez. Est-ce qu'il y aura un effondrement des structures de l'État français? Bah, écoutez, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gendarmes continuent à arrêter les voleurs. Et donc bon, je ne suis pas persuadé qu'on aille vers une rupture phénoménale de l'ordre, si ce n'est peut-être pendant quelques mois. Alors après, nous, quelles sont les modalités pour vous restituer vos avoirs? Vos avoirs, en fait, vos avoirs, c'est de l'or. Vos avoirs, c'est de l'or physique. Donc cet or physique, en fonction du pays dans lequel il est stocké, puisque vous savez qu'avec Aucoffre, vous pouvez le stocker en France, en Belgique, en Suisse, bon, en fonction du pays dans lequel il est stocké, il y aura des modalités différentes. En Suisse, vous pouvez aller venir le chercher, en Belgique aussi. En France, pour le moment, il n'y a pas de service de retrait, il y avait qu'un service de livraison, mais là, avec les nouvelles législations, bon, c'est un petit peu compliqué actuellement, donc on est en train de voir tout ça, mais on trouvera une solution pour que vous puissiez de toute façon avoir accès à votre or, physiquement j'entends, le toucher, le palper, le contempler, le renifler, le sentir et le compter si vous avez envie, hein, comme dans la folie des grandeurs. Donc voilà, enfin, là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. Après,
sur la manière dont il va être valorisé, ben, évidemment, il aura toujours une contrepartie dans la monnaie du jour. Je vous demande 30 secondes, je fais une... Voilà, excusez-moi, je me voilà revenu. Problème logistique et les enfants qui rentrent à la maison avec leur maman. Donc, si vous entendez un peu de bruit, de toute façon, on arrive à la fin. Donc, pour répondre à la question de Nagara, l'or sera coté dans cette nouvelle monnaie. Et à ce moment-là, ce sera à vous de voir si vous échangez un peu d'or contre de cette nouvelle monnaie qui va vous inspirer confiance ou pas. Et ça, ce sera, je dirais, à vous de voir. N'oubliez pas que l'or physique sous l'oreiller, c'est très bien. Et demandez aux bijoutiers la façon dont ils vivent le fait d'avoir de l'or. Ils ne le vivent pas forcément bien ces dernières années. Hein, on a encore eu un cas aujourd'hui où un bijoutier a été braqué et a tué un braqueur et se retrouve en garde à vue. Donc, tout ça, ce sont des sujets extrêmement compliqués qu'il faut pas prendre à la légère. Donc il y a déjà les scénarios auxquels vous pensez avoir à faire face, et il y a également là aussi une possibilité de répartition. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout chez au coffre, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout sous forme d'or conservé, que ce soit en système bancaire via votre banque ou hors système bancaire comme au coffre. Vous pouvez aussi en avoir un peu chez vous, vous pouvez aussi en avoir un peu enterré dans le jardin, etc. etc. Donc là aussi, je dirais, c'est peut-être la même approche qu'il faut avoir que pour une répartition patrimoniale standard. Bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à diviser un petit peu les risques et ma foi, ça me semble du bon sens. Otmani, la période, non, ça c'était ça. Les liens. Audric, si on ne se fait pas voler les terres par des hordes venues de banlieue, CF Kosovo. Oui, bon bah voilà, bon bah ça rejoint le scénario somalien, hein, Mogadiscio, etc. Donc dans ce cas-là, Audric, une petite suggestion simple. Prenez vos clics et vos claques et immigrez en Suisse tant que vous pouvez encore le faire. Voilà. Hein, mais là aussi, c'est-à-dire que si c'est ce que vous anticipez, le bon investissement ou la bonne approche, c'est pas forcément de se dire est-ce que je dois investir en or ou pas en or, en machin ou pas en machin. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie et comment j'organise ma vie par rapport à ce que j'anticipe. Donc si j'anticipe des hordes de banlieue, une guerre civile, interethnique, interreligieuse, tout ce qu'on veut, bon bah à ce moment-là, peut-être qu'il faut quitter le pays tant que vous le pouvez encore et aller reconstruire une autre vie ailleurs. Si j'ai un crédit, nous demande Léonard, au crédit agricole, que devient mon crédit si on a un crash complet? La même chose que votre crédit immobilier à Chypre. Les crédits sont toujours dus, mais l'épargne est toujours annulée. Gardez toujours bien ça à l'esprit. Les crédits sont toujours à rembourser, alors que votre épargne est toujours perdue. C'est ce qui s'est toujours passé dans la vie. Il n'y a que dans les cas ah zut, il n'y a que dans les cas d'évaluation qu'éventuellement on a un crédit d'évalué. Mais dans les cas d'effondrement ou ce genre de choses, on doit toujours rembourser son crédit. Didier 3 nous demande quelle influence sur l'or si la Chine attache le yuan sur l'or et en fait une devise de référence au moins asiatique. Alors, Didier, si la Chine fait ça, dans le contexte actuel, la Chine va se retrouver avec une monnaie dont la valeur va exploser. Ça veut dire qu'elle sera incapable d'exporter quoi que ce soit parce qu'elle ne sera plus compétitive. Alors bon, super pour la réindustrialisation de la France à la Arnaud Montebourg, mais
le marché de la production low cost sera tout de suite pris par l'Inde, par le Bangladesh, par des pays africains, par l'Indonésie et tout ce que vous voulez. Donc, la Chine aujourd'hui n'a aucun intérêt à rattacher sa monnaie à l'or. Je parle au moment où nous parlons, dans le contexte géopolitique actuel et économique actuel. Dans un futur plus ou moins proche, la Chine pourrait y avoir intérêt. Voilà. Mais pour le moment, elle n'y a pas intérêt, mais elle s'y prépare. Voilà. Elle s'y prépare. Elle a également une mutation de sa propre économie, mais que surtout, elle n'y a pas intérêt aujourd'hui. Mais si les États-Unis s'effondrent, que le dollar s'effondre et qu'il n'y a plus de monnaie internationale, à ce moment-là, ce serait le moyen pour la Chine de prendre le leadership mondial. Donc effectivement, c'est juste une question de rapport coût-bénéfice. Aujourd'hui, le rapport coût-bénéfice est défavorable pour une indexation du yuan sur l'or, mais ce rapport va être amené à considérablement évoluer dans les années qui viennent. Otmani, pensez-vous attendez, je ne sais plus où j'en suis, moi, de toutes les questions. Léo qui nous demande, on parle véritablement de changements énormes au niveau économique. Cela peut-il mener à une guerre ou une guerre civile? Oui, bien sûr, Léo, bien sûr. On a déjà les ferments des tensions, de la montée des tensions interethniques dans notre propre pays. Ça se voit tous les jours. Vous pouvez prendre les incidents de Brétigny, les petites émeutes récurrentes et régulières que vous avez eues tout cet été en France. Vous avez la même situation en Belgique. Bon, donc oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. À partir du moment, vous savez, je ne sais plus qui a dit, ce qui sépare la civilisation du chaos, c'est 9 repas. Et 9 repas, c'est 3 repas par jour, c'est 3 jours. Donc 3 jours sans manger et tout le vernis de gentillesse, de politesse, d'éducation, de civilisation de nos sociétés, évidemment, va voler en éclats. Donc oui, c'est un risque réel. Après, est-ce que ce serait des vraies guerres civiles ou est-ce que ce serait que des événements qui seraient réprimés rapidement et dans le sang avec une période de 2 à 3 mois d'instabilité? Moi, c'est le scénario sur lequel je penche. Je pense que l'ordre serait rétabli assez vite à partir du moment où, bon, il n'y a plus le choix, on tire dans le tas. Hein, donc, il y a 3 mois difficiles à passer et puis, une fois que deux régiments ouvrent le feu, bon, ça règle le problème assez rapidement. Donc je ne crois pas qu'il y aura de grandes ruptures de l'ordre républicain en France, mais ça peut être une erreur. D'autres ont une appréciation complètement différente, mais moi je ne pense pas. Léonard, peut-on réellement quitter sa banque pour une autre solution et si oui, quelle solution? Alors, aujourd'hui il est très difficile de vous débancariser totalement. Hein. Quand j'entends débancariser totalement, c'est pour le fonctionnement quotidien. Alors, vous pouvez débancariser en termes d'épargne, d'accord? Donc ça, pour l'épargne, vous pouvez vous débancariser. Mais pour le fonctionnement quotidien, hormis le paiement de tous vos achats par carte bleue, c'était le sens de notre Veracarte, hein, qui est de permettre une utilisation de l'or de façon moderne. Hormis le fait de pouvoir régler ses achats avec de l'or, aujourd'hui vous ne pouvez pas encore faire des virements ou des prélèvements. Donc évidemment, vous êtes obligé quasiment d'être bancarisé. Alors ceux qui veulent être complètement débancarisés, eux ont poussé la logique de la Veracarte jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en fait ils se font verser leur salaire directement sur le compte de leur Veracarte et ils ont décidé de ne pas avoir d'épargne en aucune façon en euros et après d'opérer des virements ou une partie du virement vers leur compte bancaire pour en avoir vraiment le moins possible en banque. C'est une approche, je ne la conseille pas ni ne la déconseille. C'est encore une fois à chacun de
de voir ce qu'il veut et de faire ce qu'il peut. Ensuite, Ben Kala qui nous répond, qui nous demande: va-t-on éviter le crash économique? Sinon, combien de temps pensez-vous qu'il reste avant que tout cela n'arrive? Alors, excellente question, Ben Kala, c'est très, très compliqué. Alors, va-t-on l'éviter? Pour moi, non. On ne l'évitera pas, il n'y a pas de bonne solution. À un moment donné, quand on a accumulé trop de dettes et qu'on n'a pas de croissance, il faut pas se leurrer, faut passer à la caisse, et passer à la caisse, c'est douloureux. Et vous n'aurez aucune bonne solution pour en sortir. Combien de temps il nous reste? C'est là que c'est plus compliqué. Je pense qu'il nous reste entre 12 et 18 mois. Voilà. Mais ça ne reste qu'une estimation. Ensuite, au niveau des particuliers, quels vont être les symptômes avant-coureurs montrés par nos médias du crash pour retirer encore de l'argent de nos comptes avant que les DAB et les guichets ne fonctionnent plus? Alors déjà, juste, on me dit qu'il nous reste au maximum 10 minutes, hein, donc je tiens juste à vous le préciser. Donc, c'est une excellente question, Léonard, pareil. Quels vont être les symptômes, les signes avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, ils vont pas être très nombreux. Vous allez d'abord avoir la tension sur les taux d'intérêt. Et c'est quasiment le seul signe avant-coureur palpable que vous allez avoir, en tout cas accessible au commun des mortels, c'est les tensions sur les taux d'intérêt. Si vous voyez les taux d'intérêt qui montent, débancarisez et préparez-vous au maximum, parce que chaque montée, chaque augmentation du taux d'intérêt nous rapproche encore plus vite de l'insolvabilité. Reprenez les cas espagnols, les cas italiens, qui ont précédé une intervention européenne. À chaque fois, et évidemment pour les cas grecs, à chaque fois, ça s'est matérialisé par une augmentation des taux d'intérêt qui menait au fait que, à partir d'un taux à 5 ou 6%, on basculait, on passait le point de non-retour et on passait le point d'insolvabilité. Donc, surveillez comme le lait sur le feu l'évolution des taux d'intérêt. Vous avez un superbe site pour ça, ça s'appelle marketwatch.com. Donc market comme les marchés en anglais, market, et watch comme regarder, W-A-T-C-H, donc marketwatch.com. Donc c'est ça qui va vous donner, et ce sera le seul signe avant-coureur cohérent et crédible, tout en sachant que c'est pas parce que les taux montent qu'ils ne redescendent pas après. Donc vous risquez de vous ruer souvent à la banque, mais n'oubliez pas l'histoire de cette petite grand-mère chypriote à qui son petit-fils économiste en Russie avait expliqué que tout ça, ça allait mal se finir, et que ça se finirait mal un week-end, et qu'évidemment les banques seraient fermées et qu'elle se lèverait un matin sans pouvoir aller chercher ses sous, et qui donc tous les vendredis pendant plus de 2 ans, tous les vendredis après-midi, elle allait chercher tous ses sous à la banque. Elle les ramenait le lundi matin. Cette dame-là est la seule chypriote à avoir réussi à sauver toutes ses économies, puisque le vendredi où elle est allée, le dernier vendredi accessible, elle est évidemment allée chercher ses sous. Et puis le lundi, tout était bloqué pour une période quasiment d'un mois. Quel est le pourcentage de contribution de l'immobilier dans le PIB français, nous demande Sovana. Alors, l'immobilier dans le PIB français, c'est plus de 25% du PIB. Donc c'est absolument colossal. Donc si jamais évidemment vous vous retrouvez avec une crise immobilière majeure, ça va faire un gros trou dans la raquette du PIB français. Hervé qui répondait, Léonard, les mêmes que pour les Grecs, évidemment, on parlait et les Chypriotes, pardon, voilà. Donc on est tout à fait d'accord. Surveillez les taux d'intérêt parce que et les rumeurs sur les systèmes bancaires et sur la solvabilité des banques. Mais sinon, vous pouvez pas faire tellement autre chose. Surtout, n'attendez pas le dernier moment pour vous préparer. Voilà, sinon vous allez aller hurler avec les loups, courir avec la meute et le troupeau de moutons. Et vaut mieux essayer
d'être un tout petit peu en avance. Billy le Marlou qui nous demande quid de l'argent métal. Alors, l'argent métal, c'est super l'argent métal, mais l'argent n'est pas la monnaie, Billy le Marlou. L'argent métal, même dans le cadre de bimétallisme, n'est pas la monnaie et n'a jamais été considéré comme la monnaie. Mais l'argent métal est le seul métal précieux dont les propriétés se rapprochent le plus de l'or. Mais il existe dans des quantités beaucoup plus importantes, mais des quantités qui sont consommées par l'industrie. Alors, vous avez tout un tas de rumeurs qui nous expliquent qu'effectivement, on se rapproche du moment où l'argent va disparaître, et où effectivement il va y avoir des pénuries d'argent et donc ça va faire énormément évoluer son cours à la hausse. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Pour le moment, c'est pas le cas. On n'est pas encore dans cette phase de pénurie. Je pense qu'on en est loin, très très loin. Donc dans les prochains mois et les prochaines années, c'est une erreur, à mon sens, que de croire qu'une pénurie d'argent métal peut influer sur les cours. C'est vrai à terme, hein, c'est tout à fait vrai à terme, mais ce n'est pas vrai dans les 5 prochaines années, d'accord? Peut-être, allez, soyons encore plus prudents. Pour les 2 prochaines années, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Donc, ne placez pas sur de l'argent métal sur ces convictions-là. Il y a toujours eu un ratio historique entre l'argent métal et l'or. C'est un très bon point à regarder pour savoir si on peut rentrer un peu sur de l'argent ou pas. C'est également une excellente diversification, notamment pour avoir de la menu monnaie qui permet de régler des achats en cas de situation extrêmement compliquée, mais des achats de faible quantité. Hein. C'est troquer, acheter 3 poules contre une pièce d'argent, d'accord? Donc, en avoir quelques-unes est une excellente idée. En avoir en diversification, c'est une excellente idée aussi. Si vous voulez en avoir en spéculation, évidemment, c'est un choix personnel qui n'est pas du tout ni condamnable ni critiquable, mais simplement sachez sur quel facteur vous vous basez pour spéculer ou placer sur l'argent métal et faites attention à toutes ces informations autour de la raréfaction de l'argent. Elles sont réelles, mais elles sont prématurées pour que ça influe sur les cours. En tout cas, c'est mon analyse. Didier 3, il est très probable que l'État autorise les banques à solder les prêts de manière anticipée pour récupérer de l'argent. Oui, c'est possible. Antoine 72, que pensez-vous des bitcoins? Eh bien, écoutez, j'en pense à peu près que du mal. J'en pense que du mal parce que ça ne repose sur rien, y compris sur le fait que ça ne repose sur aucune véritable création de richesse. C'est une invention. On a très bien vu ce que c'était que l'évolution du cours des bitcoins. Il y a eu une sacrée explosion de la bulle à un moment donné. Bon, le cours s'est un peu rétabli. Bon, moi, je vous conseille fortement de rester à l'écart de ce genre de choses, si ce n'est pour vous amuser si vous en avez envie, mais c'est une autre approche. Voilà, moi je ne placerai pas mon argent dans les bitcoins. Sachez qu'en plus il y a un certain nombre de fraudes, etc. Donc bon, je pense que c'est pas la peine d'aller chercher des choses aussi compliquées. Alors là, pour le coup, placez tout en pièces d'argent. Quand bien même ça baisse, il vous en restera toujours quelque chose. Et puis au moins des pièces d'argent, vous en avez certaines qui peuvent être absolument très belles. Donc au moins c'est un plaisir de numismate tous les jours. Mais sinon, non, fuyez ce genre de trucs. Moi, enfin bon, à mon sens, ça a très peu d'intérêt économique et encore moins d'intérêt si on parle de façon de se protéger, puisque alors là, vous n'êtes que dans du virtuel, il faut que les interfaces bancaires fonctionnent, etc., pour pouvoir récupérer vos sous. Enfin bon, on est dans du virtuel, dans du... fuyez. Fuyez. Corollaire à la question sur le crédit précédent, nous demande François Picot, si la banque fait faillite, le crédit disparaît avec la banque. Pas du tout, puisqu'en fait, le crédit va faire partie des actifs de la banque et les actifs d'une banque trouvent toujours un repreneur.
y compris en la personne de la banque centrale. Donc non, les actifs d'une banque ne disparaissent jamais à la faillite de la banque. Ce qui disparaît à la faillite des banques, ce sont les passifs, et les passifs, ce sont les créances détenues auprès de la banque. Et sachez que votre épargne ou vos comptes courants sont considérés comme des créances de votre part sur la banque. Donc c'est ça qui va disparaître, comptablement. Cyril, est-il possible que l'État autorise les banques, et ce sera la dernière question, me dit-on, à solder les prêts de manière anticipée pour récupérer l'argent prêté? Je pense que cela poserait des problématiques juridiques évidemment extrêmement fortes. Le contrat de prêt est par définition un contrat, les termes ne peuvent pas être changés, donc il faudrait qu'on soit dans un système de loi d'exception. Donc ça me semble de toute façon très peu probable qu'on en arrive à ce genre de choses. Non, puis de toute façon, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vient d'emprunter 500 000 euros qu'il n'a pas pour acheter un appartement dans lequel il vit et perdra toute valeur si tout s'effondre, y compris pour la banque, de rembourser la totalité d'un crédit qu'il s'était engagé à rembourser sur 25 ans. Donc ce n'est pas envisageable. Donc ça ne s'est jamais fait en tout cas, et je ne pense pas que ça se fasse. Alors, mes chers contrariés et contrariens, nous allons devoir nous arrêter là. Mon camarade Sébastien, qui me passait des petits messages, est en train de m'expliquer qu'il a archivé quasiment, je crois même, toutes vos questions, et qu'on essaiera d'y répondre progressivement dans les prochaines éditions du Contrarien. Alors je pense que pour l'occasion, je créerai une rubrique questions webinaire ou questions webconférence, et donc vous y trouverez, j'espère, des réponses qui vous apporteront un peu de valeur ajoutée et qui en tout cas alimenteront votre réflexion. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre présence ce soir. J'espère que les échos seront positifs et que c'est un événement que nous pourrons à nouveau recommencer, voire tout simplement faire de façon beaucoup plus régulière. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tous, et puis je vous dis à très bientôt, ne serait-ce que dans l'édition de demain du Contrarien. Bonne soirée, au revoir.